On pourrait tout de suite envisager cette question de la disparition de l'être sensible à travers les exemples d'hybridation du corps et de la machine, le développement des exosquelettes, etc., etc. Ce qui pose une question d'ailleurs même dans le cadre du sport. Peut-être verra-t-on se systématiser l'intervention d'êtres hybrides de ce genre, qui ne sont plus à proprement parler des êtres sensibles. Nous n'allons pas parler ensemble du transhumanisme, puisque c'est comme ça qu'on appelle aujourd'hui le fait qu'on peut substituer beaucoup d'équipements, pas seulement électroniques, mais mécaniques, à l'homme. Et je travaille beaucoup avec les roboticiens depuis maintenant pas mal d'années sur ces questions-là, et notamment autour de robots humanoïdes. Non, le problème, c'est que la disparition de l'homme sensible, elle a déjà eu lieu. Elle a déjà eu lieu, d'une certaine façon, par la domination d'un certain nombre de modèles rationnels, normés, du fonctionnement de la société, du fonctionnement du travail, et par une espèce d'hégémonie et d'exagération des normes abstraites par rapport justement au corps sensible, à l'émotion, à tous les sujets que nous avons abordés. Donc, d'une certaine façon, par l'industrialisation, par l'informatisation, etc., la chose a été faite. Le problème aujourd'hui est éventuellement de retrouver l'homme sensible, de retrouver le rôle de l'émotion dans la décision par rapport à un homme rationnel. La question des équipements est un petit peu d'une autre nature. Il y a une partie de cette utilisation des prothèses, disons, orthèses, etc., qui est un progrès extraordinaire. Les travaux que fait José Sahel à l'Institut de la Vision pour donner des rétines artificielles aux patients qui voient mal, les travaux auxquels nous avons participé dans un programme européen pour avoir non pas simplement un implant cochléaire, mais un implant vestibulaire qui permet de retrouver les fonctions d'équilibre et aussi l'orientation dans l'espace. Toutes ces prothèses et les exosquelettes, etc., c'est un projet tout à fait remarquable qui va permettre d'ailleurs la vicariance. Ça va permettre de faire une certaine substitution de certains systèmes à d'autres. Mais c'est à étudier, je crois, dans un autre contexte qui est aussi celui des relations entre, je dirais, l'homme naturel et les créatures artificielles. Et là, on a un problème que nous n'avons pas encore abordé, qui est celui des différences culturelles. Vous savez que les Japonais ont un rapport très intime avec les créatures artificielles. C'est pour ça, d'ailleurs, sans doute, qu'ils sont très en avance sur les robots humanoïdes. Vous savez qu'au Japon, il y a la cérémonie des aiguilles. On ne jette pas les aiguilles dans les usines de couturières, on les met sur un autel et chaque année, il y a la cérémonie des aiguilles parce que les aiguilles ont une âme. Chez nous, nous sommes dans une culture du golem, c'est-à-dire cette créature artificielle qui s'est retournée contre l'homme. Et nous avons un peu peur de ces créatures artificielles. Et donc, effectivement, le fait de nous transformer, de nous aider par des outils artificiels crée une grande angoisse qui a ses justifications. Donc c'est un très beau sujet. Justification parce que les capacités physiques, morales, intellectuelles, psychiques de l'homme sont le fruit d'une évolution très longue, sur des millions d'années. Et là, en quelques années, avec la possibilité des artefacts divers, dont les robots, ce sont ces capacités mêmes qui sont on n'en est pas du tout à donner une moralité à des robots. D'ailleurs, il y a eu un travail de l'Académie des technologies il y a 2 ans. Un robot peut-il être conscient ? Les conclusions du rapport sont très prudentes, hein, comme vous pouvez l'imaginer. Et il y a un vrai problème des rapports entre l'intelligence naturelle, l'intelligence artificielle et le problème général des valeurs.